Eh bien voilà, il est maintenant 8h15 sur Studio Kalita, l'heure de recevoir notre invité, l'invité de la rédaction ce matin, qui est le docteur Mathieu Touzeil Divina. Mathieu, bonjour, Boker Tov. Merci d'être venu ce matin dans notre studio. Je le disais tout à l'heure en vous présentant, vous êtes docteur docteur en droit et vous êtes spécialiste. Vous avez fondé une association qui s'occupe du droit méditerranéen. Alors la première question que je vais vous poser, c'est une question très basique. Qu'est-ce qu'est le droit méditerranéen ? Y a-t-il un droit méditerranéen ? Eh bien justement, c'est ce qu'on cherche. Donc c'est la bonne question. Alors, de quoi s'agit-il ? Pourquoi avez-vous pris cette initiative ? Qu'est-ce qui se cachait derrière ça ? L'objectif de l'association qui a été fondée en 2012 à Paris, c'est de réunir ensemble des juristes, que ce soit des avocats, des praticiens, des magistrats, des universitaires. Moi, je suis professeur à la faculté de droit de Toulouse. Et tout autour de la Méditerranée pour essayer de réfléchir à la question suivante. Qu'est-ce que c'est qu'un État ? Qu'est-ce que c'est que l'intérêt général ? Qu'est-ce que c'est qu'un service public ? Autrement dit, comment la chose publique, elle est partagée tout autour du bassin méditerranéen ? Est-ce qu'il n'y a pas des points communs qui sont beaucoup plus forts qu'on ne pourrait le croire dans ces différents pays. Mais ça veut dire qu'il y aurait des paramètres qui existent dans le bassin méditerranéen qui n'existent pas, par exemple, en Europe de l'Ouest. C'est exactement la question qu'on se pose. C'est-à-dire, est-ce que, pour l'instant, on n'en est qu'au début, donc on n'a pas encore la réponse à toutes les questions qu'on pourrait se poser. Mais alors, est-ce que vous avez déjà décelé des comportements en matière dans l'état de droit dans certains pays et alors, si on parle du bassin méditerranéen, il y a plusieurs pays européens, comme l'Italie, comme la Grèce. Il y a des pays, on va dire, qui sont au carrefour entre l'Orient et l'Occident, on va dire, comme Israël. Et il y a des pays totalement orientaux. Il y a des démocraties, il y a des dictatures. Comment on arrive à faire je pense qu'effectivement, défricher tout ça. Le mot-clé que vous avez donné, c'est celui de démocratie. Et clairement, la démocratie, elle est née dans le bassin méditerranéen, elle s'est développée, elle a subi plusieurs influences, plusieurs confluences. Et donc là, on a évidemment une des clés, en tout cas, qui est une revendication démocratique qui, je crois, n'est pas la même dans le bassin méditerranéen qu'ailleurs. La démocratie, c'est-à-dire que la démocratie, elle s'est globalisée aujourd'hui. Il y a l'idée même de démocratie, on ne la trouve pas que dans le bassin méditerranéen. Non, bien sûr. En revanche, je pense que la volonté d'avoir une démocratie, la volonté de défendre une démocratie, une liberté de parole, par exemple, une liberté de culte, une liberté de pouvoir faire un certain nombre d'actions, je crois qu'elle est beaucoup plus enracinée dans le bassin méditerranéen et dans les peuples méditerranéens qu'ailleurs. Ah bon, c'est-à-dire, par exemple, je disais... Je parlais d'Israël comme pays confluent c'est-à-dire entre l'Orient et l'Occident, mais il y a aussi la Turquie dont on parle beaucoup ces dernières années, en particulier ces derniers mois, avec un régime qui était à l'origine, on va dire, un véritable régime démocratique laïque et qui est aujourd'hui un régime, on va dire, dictatorial, presque islamo-dictatorial, qui est celui de Tayyip Erdogan. Je ne vous cache pas que c'est une de nos inquiétudes actuelles. Alors, on vient justement de sortir, là, il y a un mois, un ouvrage qui s'appelle « Liberté en Turquie et en Méditerranée » pour l'interrogation, précisément parce que l'un des directeurs de notre équipe turque, l'équipe nationale turque du bassin méditerranéen, a eu un certain nombre de difficultés, simplement par ses prises de position. En tant que professeur, il a signé une pétition pour la paix, et suite à cette pétition pour la paix, il a eu un certain nombre de ses droits, en tout cas, qui ont été ôtés, et on a fait un ouvrage justement pour essayer de montrer un peu tout ça. Alors, plus on se rapproche de l'Orient, on va dire de notre région, du Proche-Orient, plus la démocratie est, on va dire, très peu courante, on va dire, parce qu'il y a aujourd'hui, dans le chaos qui règne régional, qui règne dans cette région, la démocratie, on ne peut pas dire qu'elle est particulièrement présente, ni dans le grand pays qu'est l'Égypte, ni bien entendu en Syrie, en Irak, même au Liban. C'est une sorte de démocratie. Dans certains pays, c'est totalement factice. Israël, à votre avis, reste une sorte d'îlot de sérénité démocratique ici dans la région ? Alors après, tout dépend ce que vous mettez derrière démocratie. Voilà. Je ne sais pas si nous mettons la même chose. Alors c'est ça, derrière le mot démocratie. Vous pouvez dire effectivement, est-ce que l'État d'Israël, en englobant les territoires qui ont été donc libérés en 67 ou occupés en 67, selon la terminologie que l'on souhaite,
Qu'est-ce que vous pensez ? Alors en fait, derrière le mot démocratie, il y a évidemment chacun peut y voir quasiment ce qu'il veut. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois qu'il y a des niveaux de démocratie, il y a des échelles de démocratie, et tous les pays du bassin méditerranéen ne partagent pas les mêmes échelles. On peut prendre un exemple très concret, la liberté d'expression. Oui. Je crois qu'en France, par exemple, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on pourrait dire en Israël. Oui. Donc si je prends simplement cet exemple-là, j'en suis amené à conclure que Israël est plus démocratique que la France. Si je prends un autre exemple, je sais pas moi, par exemple sur les élections, sur l'accès aux droits des femmes, peut-être qu'on pourrait avoir deux autres pays et conclure que le pays le plus démocratique n'est pas forcément celui qu'on croit. Il y a tellement d'indices démocratiques vous êtes venu en Israël, que nécessairement... Alors on va pas tourner trop autour du pot puisque nous sommes ici en Israël. Vous êtes venu ici, je suppose que vous avez déjà enquêté, cherché, effectué des recherches sur la nature de la démocratie israélienne. Comment vous la jugez, cette démocratie israélienne, dans le contexte dans lequel elle se développe ? Eh bien, je crois justement que pour moi, le premier indice de la démocratie, c'est la liberté de parole. Et je crois qu'il y a en Israël une liberté de parole qui n'existe pas nécessairement ailleurs. Et ça, pour moi, c'est un des indices les plus forts. Est-ce que vous tenez compte dans les paramètres que vous étudiez, dont vous parlez, du conflit, de l'omniprésence donc de ce conflit, de l'état de guerre qui est celui de l'État d'Israël depuis sa création il y a 70 ans ? Oui, nécessairement, mais nous, si vous voulez, notre mission, entre guillemets, notre objectif au sein du laboratoire, il est évidemment pas de dire ce qui est bon ou ce qui est juste dans un pays ou dans un autre, il est avant tout de connaître. C'est-à-dire que moi, mon regard, c'est un regard de Français, extérieur, et ce qui m'intéresse le plus, c'est de rencontrer des collègues, des juristes, des universitaires, des praticiens, des avocats, des citoyens qui, eux, vont me décrire ce qu'est, selon eux, la démocratie. Ça m'intéresse beaucoup plus que mon propre regard, qui nécessairement n'est pas un regard Mais alors, objectif. Qu'est-ce que vous faites après de ces témoignages ? Qu'est-ce que vous faites de cet enrichissement ? Est-ce que c'est simplement intellectuel ou alors finalement, après cela, votre laboratoire se voit pour mission d'essayer de mieux expliquer ce qui se passe ici. Oui, alors clairement il y a deux temps. Le premier temps, c'est évidemment celui de l'échange et de la connaissance, parce qu'on se rend compte qu'il y a toute une série de pays méditerranéens qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal, ou en tout cas nous en tant que juristes dont on connaît mal les droits et les libertés. Et donc là, il y a une première étape qui est une phase d'échange qui dure et qui va durer, je pense, longtemps pour pouvoir connaître justement ces différents droits, et notamment ces différents droits publics, savoir ce que c'est qu'un État et ce que signifie un État en Israël, en France ou au Maroc, c'est pas la même chose, et donc ces comparaisons nous intéressent. Une fois qu'on aura fait ça, il s'agira de mettre en avant les points communs et les divergences pour voir s'il n'existe pas des éléments justement de droit public qui seraient méditerranéens et qui existeraient dans tous les différents pays existants. Derrière tout ça, il y a une dimension... Expliquez-moi, parce que j'essaye de comprendre. Qu'est-ce qu'il y aurait comme paramètre spécifique à la Méditerranée qu'il n'y a pas ailleurs ? C'est ce que nous cherchons. Alors, je comprends que vous cherchez, mais on ne peut pas passer son temps à chercher. Il faut essayer de trouver aussi. C'est ma vie de passer mon temps à chercher. Pour vous donner un exemple concret, nous avons fait notre dernier colloque avait lieu à Athènes et il était relatif au service public. Oui. Et on s'est posé la question justement de savoir s'il existait une forme de service public partout. Ah bah beaucoup plus en Grèce. Par exemple, voilà, c'est-à-dire, je peux vous donner, puisque vous citez cet exemple, alors que la Grèce a gonflé ses services publics pendant des années, c'est l'une des raisons de la crise qu'elle a vécue ces dernières années, l'État d'Israël a considérablement réduit tout son service à fonction publique et c'est aussi l'une des causes de sa santé économique assez impressionnante. Alors, vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, bien sûr. La notion même de service public, l'idée même de service public, c'est pas une idée que vous retrouvez dans tous les pays. En revanche, vous les retrouvez dans tous les États méditerranéens. Ça, c'est une certitude. L'idée que l'État doit intervenir, et de temps en temps intervenir à un moment où, par exemple, l'initiative privée n'est plus là, c'est aussi une idée que vous retrouvez de manière très forte dans la Méditerranée, que vous ne retrouverez pas nécessairement ailleurs.
Alors, vous êtes venu en Israël. Quel est le but de votre visite ici ? Et pour combien de temps vous êtes ici ? J'y suis pour une semaine, en gros. Et l'objectif, c'est avant tout de rencontrer un certain nombre de personnes qui seraient aptes à fonder une équipe de chercheurs, de juristes, de praticiens et d'universitaires pour justement intégrer ce laboratoire et que tous les pays méditerranéens soient représentés. Pour l'instant, Israël n'est pas encore représenté ? Pas encore, non. C'est-à-dire qui sont les pays déjà représentés ? Alors, au départ, on a eu une représentation qui était surtout occidentale, avec la France, l'Espagne, l'Italie, le Maroc et la Tunisie. Oui. Ensuite, on a commencé à aller davantage vers l'Est, donc avec la Grèce et la Turquie. Et on commence à avoir des équipes qui se forment au Liban, en Syrie. Vous ne craignez pas d'être confronté au petit problème du boycott quasi automatique de certains pays arabes lorsque l'on intègre Israël dans un... C'est évidemment une question qu'on s'est posée. Et nous avons posé la proposition suivante qui était de dire nous voulons que toutes les entités étatiques, politiques, juridiques qui existent soient représentées. Donc on aura une équipe palestinienne, on aura une équipe israélienne. Mm-hmm. C'est l'objectif. C'est votre première visite en Israël ? Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez eu l'occasion déjà de découvrir ici ? Et qu'est-ce qui vous a tout d'abord impressionné à chaud comme ça ? Ce qui m'a le plus impressionné, c'est évidemment tous les sites qu'on a fantasmés quand on était plus jeune, ce qui a été mon cas, à Jérusalem même, de pouvoir rentrer dans des lieux qu'on a autant rêvé, c'est magique. Des lieux historiques et religieux, on va dire essentiellement. Et religieux et historiques, oui, en effet, les deux. Et donc ça, c'est le contact avec la population, vous avez eu des rencontres avec des personnalités, des Israéliens qui... Très bien. Justement, j'ai été frappé par cette liberté de parole. Je ne m'attendais pas à ce que... justement, c'était peut-être un a priori que j'avais. Quand on vient pour la première fois, parce que c'est une question que je pose souvent à nos invités, quand on vient pour la première fois, est-ce qu'on a tout de suite cette impression d'être dans un pays que l'on ne pensait pas, c'est-à-dire qui n'est pas du tout ce que l'on avait, ce à quoi on s'attendait. Tout à fait, c'est ça, c'est exactement ça. Je m'attendais réellement pas à ce qui est autant de... oui, je vous dis, de liberté, de parole en particulier, et ça, c'est extrêmement agréable. Eh bien, la liberté, c'est peut-être aussi le socle de la démocratie. Oui. Eh bien, en tout cas, docteur Mathieu Touzey Dibina, merci d'avoir été avec nous ce matin dans notre studio, sur Studio Qualita, et bonne continuation dans vos recherches. Merci beaucoup. Dans l'espoir de trouver des caractéristiques donc, spécifiques donc, à ce droit méditerranéen. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Voilà, il est 8h26 sur Studio Qualita. Nous allons marquer une pause musicale. On se retrouve dans quelques instants avec Eliana Grufinkel et sa chronique « Un jour, notre histoire ».